Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. C'est gentil d'être venu. On va discuter... Alors oui, je vais vous parler de déploiement atomique en JS ou TypeScript ou whatever, ou même plus généralement, de toute façon, de déploiement atomique. Plongeons donc dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est? Alors, déploiement atomique, petit point lexical, deux petites définitions. L'idée d'un déploiement atomique, c'est de vous dire, à moins que vous ayez une base de code qui soit compilée, et où à la fin vous générez un output qui est un fichier qui après va peut-être être une archive auto-extractable ou whatever, mais en tout cas un truc. Potentiellement, dans nos métiers où on a tendance à faire du web, on génère un ensemble d'assets qu'on va pousser en production, qui peut se compter en plusieurs dizaines, de plusieurs centaines, de plusieurs milliers d'assets qu'on peut pousser en production à chaque fois. Si on décide, à chaque fois qu'on fait une mise en prod, de repousser l'intégralité du truc, c'est pas hyper efficace. On va se retrouver potentiellement avec des temps de déploiement un peu longs, avec des temps de redémarrage un peu longs, des risques de casser des trucs. Alors que potentiellement, dans ma branche, j'aurais modifié que 2-3 petites choses. Et je veux voir que ces 2-3 petites modifs de modifier. Donc l'idée de faire un déploiement atomique, c'est de se dire, pour chacun de mes déploiements, je vais déployer ce qui est nécessaire à ma mise à jour. Et pour le reste, on va se démerder, mais on ne va pas se faire chier à tout redéployer. Le deuxième point, qui est important dans cette notion de déploiement atomique, c'est la notion de déploiement immutable. C'est-à-dire que c'est de se dire que chaque fois que je vais faire un déploiement, je ne vais pas aller empiéter sur des déploiements précédents, et je vais faire en sorte que ce que je pousse en prod ne vienne pas casser d'autres éléments qui seraient potentiellement déjà en prod. Et donc on va avoir une isolation. Donc isolation, mais déploiement fractionné, c'est un peu bizarre. Cela dit, c'était quand même au départ la promesse de Netlify, c'était la killer feature de Netlify. De dire, vous avez un repo, vous poussez une branche, et nous, on va automatiquement vous déployer cette branche, et quand vous allez mettre à jour votre branche, on va automatiquement auto-déployer votre nouvelle branche, et vous n'aurez rien à faire. Et ça sera complètement transparent, et si vous avez besoin de rollback, il n'y a pas de souci, on peut rollback. Pourquoi on peut rollback? Parce qu'en fait, votre déploiement d'une branche, ça n'est qu'une tête de lecture. Exactement comme sur un dépôt de versionning Git, quand vous avez un nom de branche, en fait, ce n'est pas le nom de branche qui tient la data, elle pointe juste vers le commit de référence qui est au bout de votre branche. Et donc, si vous avez besoin de rollback, vous bougez juste votre prod en disant finalement, mon site, il ne sert plus ce commit-là, il sert 2 commits avant. Comme ils sont immutables, il n'y a pas de souci, ça n'a pas bougé, et mes assets, normalement, sont toujours bons et toujours efficaces. Alors, c'est cool, mais bon, tout le monde ne peut pas forcément utiliser Netlify pour plein de raisons. Peut-être que vous n'aimez pas, peut-être que c'est US et vous ne pouvez pas, peut-être que vous travaillez dans une grosse structure qui auto-héberge à peu près tout, et donc vous ne pouvez pas utiliser de prestataire à côté, etc. Cependant, cette logique de déploiement immutable et de déploiement atomique, elle est quand même hyper intéressante. Et donc l'idée de départ, mon idée de départ en tout cas avec ça, c'était de se dire comment est-ce que je peux faire pour avoir la même chose, mais sans avoir besoin de m'appuyer sur un prestataire de services externe qui me donnerait du déploiement atomique et immutable sur n'importe quel provider disponible, n'importe où, et avec une expérience développeur la plus simple possible, c'est-à-dire aussi simple que celle de Netlify, qui est juste de faire un git push sur mon repo distant, et hop, c'est automatiquement poussé. Pourquoi je vous parle de ça? Je m'appelle Mads, enfin, c'est pas la raison pour laquelle je vous en parle, mais je m'appelle Mads. Et je vous parle de ça parce que je travaille à l'heure actuelle chez un hébergeur qui est un tout petit hébergeur qui fait une plateforme PaaS qui s'appelle Always Data. Et là-bas, je suis en charge de l'archi de l'expérience développeur. Et donc, notamment, je travaille sur tout ce qui est déploiement, API, outils en CLI pour nos clients étant des développeurs qui ont besoin de pousser du code en production. Et donc, ce que je vous montre là, c'est le travail préliminaire de la feature de déploiement atomique qui va être intégrée après dans l'outil de déploiement de Always Data. Donc c'est vraiment comment on peut avoir ce même système en n'ayant absolument pas les features de Netlify, parce qu'on n'est pas à Netlify, et que, essentiellement, on fait de l'hosting différemment, avec d'autres concepts d'isolation, etc., etc. Bref, donc quelles sont les fonctionnalités qui vont être attendues dans ce contexte-là? Je veux faire de la convention plutôt de la configuration. Quand vous faites du déploiement sur Netlify, ou sur Vercel, ou sur Heroku, ou whatever, vous avez souvent un fichier de config
YAML ou JSON qui est à la racine de votre dépôt source. Et donc si vous avez 3 providers, vous avez 3 fichiers de config différents à chaque fois. C'est chiant. L'idée, c'est de se dire, si je peux avoir un truc qui marche par défaut dans la plupart des cas et que j'ai juste quelques cas à tweaker quand c'est nécessaire, eh ben, je vais préférer ce cas-là. Donc je vais essayer de faire ça. L'idée, c'est que ça puisse être extensible, puisque tous les projets ne sont pas tous les mêmes, donc il va bien falloir que je m'adapte quand même aux différents systèmes. Ça devrait être compatible avec n'importe quel type d'hébergement, avec une petite micro-CI, parce que si vous générez du statique et que vous poussez du statique en prod, ça va. Mais si vous avez un projet, ne serait-ce qu'en vue avec du Vite, vous avez une phase de build, donc il faudrait quand même que cette phase de build elle soit attrapée au moment de ce déploiement atomique, etc. Donc il faudrait qu'au moins il y ait une petite micro-CI dedans. Que ça soit auto-publiable, je ne veux pas passer par une CI, une CD, un Jenkins, un GitLab CI ou whatever, il faut que ça puisse marcher tout seul. Et on va essayer d'avoir le temps de déploiement le plus minimal possible. Donc idéalement du redémarrage à chaud des applis. Voilà un peu l'idée. Et bug-free, évidemment, on va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas poussé avec du code. Mais l'idée, c'est de se dire que si j'ai un pépin à un moment, un file system qui ne répond pas, un machin qui fait que mon déploiement il n'a pas marché, on ne se retrouve pas avec un truc qui est dans un état bancal où ma prod ne marche pas, mon dépôt Git ne marche plus, je suis coincé et je n'ai pas la main sur le serveur en plus, donc je suis emmerdé. Voilà l'idée. Donc, je vous fais un pas à pas dans le code pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Notre petit préambule là-dessus, nos axiomes pour les besoins de cette démo, c'est de se dire, ça doit donc marcher sur n'importe quel type de serveur. Ça, c'est mon mini-lab à la maison. J'avais envie de le montrer, donc je le montre. Donc voilà, pour dire que ça peut tourner sur n'importe quoi. Voilà, c'est un cluster Proxmox qui fait tourner du Kubernetes et compagnie. Mais je veux que ça puisse marcher sur du bare metal, sur des pages free si je veux. Je m'en fous. C'est l'idée de base. Je vais, pour simplifier les besoins de la démo, se dire que je travaille dans un compte Unix unique. Dites-le 10 fois très vite. Donc là, ça va être un utilisateur www qui est l'utilisateur souvent lambda sous Debian ou Red Hat qui pousse les comptes web. Bien sûr, si on veut faire de la prod, on aura de la sécu avec de l'isolation dans des comptes, etc. Mais besoin de la démo, donc voilà. On va s'appuyer sur un accès SSH pour faire ça, et point barre. Donc je n'aurai qu'un accès SSH pour pouvoir accéder à ça. Et je ne vais pas utiliser les webhooks, même si je vous en parle un petit peu à la fin. Alors, on va commencer par instancier, initialiser, bootstrapper, c'est mignon ça, bootstrapper, le projet. On va faire ça avec des basic guides. Donc première étape, initialiser tout ça. Je vais me loguer sur le serveur, ou dans mon conteneur, qui va pousser tout ça. Donc je vais être par exemple dans mon répertoire /var, par exemple. Dans mon répertoire /var, j'ai un répertoire www, qui est le répertoire par défaut, qui va être la racine de mon serveur web sur mon conteneur. Et donc, à cet endroit-là, je vais initialiser un nouveau repo Git en mode bare. Donc le mode bare, si vous ne voyez pas à quoi ça correspond, c'est en gros, dans votre répertoire, ça ne sera pas un espace de travail. Vous n'aurez pas le code source en direct, vous n'aurez que les différentes références de commit qui seront logées. C'est l'équivalent de votre dossier .git dans votre répertoire local quand vous bossez, sauf que là, il est à plat dans le système. En gros, c'est la formule stockage de base de votre dépôt Git. Donc il va m'initialiser un dépôt Git vide dans var repo, puisque je l'ai appelé repo, parce que je suis très original. Et donc effectivement, si je vérifie, j'ai bien deux répertoires, un répertoire www qui va accueillir ma prod, et un répertoire repo qui contient mon repo Git. Deuxième étape, je crée mon projet. Donc je vais en local sur ma machine, mon computer, je vais dans mes projets, je crée un nouveau projet vite par exemple avec un template vue, il va me créer mon projet, il va me dire ok c'est bon, tu peux rentrer dedans, le bootstrap et tout ça, je vais rentrer dedans, et puis je vais commencer à initialiser mon dépôt Git. Donc je vais faire un git init, il va me créer mon dépôt Git, m'initialiser mon dépôt Git à l'intérieur, et je vais dire que j'ajoute tous les fichiers, je fais mon petit commit initial, c'est super, ça a marché, j'ai déjà tout ajouté, alors que j'ai rien codé, c'est super quand même le monde moderne. Et donc je vais ajouter une nouvelle remote, donc un nouveau dépôt distant, que je vais appeler deploy, plutôt que origin, et qui va pointer vers l'accès SSH sur mon conteneur, donc mon utilisateur www dans mon conteneur, /var/repo, qui est donc le chemin de mon répertoire sur mon conteneur. Pourquoi je fais ça? Parce que du coup, syntaxiquement, en tout cas sémantiquement, c'est intéressant. Ça veut dire qu'après, je vais pouvoir faire un git push deploy main, ce qui littéralement se traduit par git pousse en déploiement la branche main. Et ça devrait déployer, si tout va bien. Moi, j'aime bien, je trouve ça plutôt canon.
Donc il me dit, ok, super, je t'ai poussé la branche main sur le repo, mais pour le moment, ça n'a rien fait, parce que je n'ai pas configuré de déploiement automatisé ou quoi que ce soit dedans. Donc, on va utiliser des hooks. Les hooks, ce sont des mécaniques qui vous permettent de greffer du scripting à n'importe quel endroit dans la life cycle de votre dépôt Git. Vous en avez partout. Au moment des commits, au moment des push, au moment des pulls, au moment des rebase, à n'importe quel endroit, vous en avez plein. Et c'est des scripts, donc vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez dedans. Donc je reviens sur mon serveur, dans mon répertoire var repo. Des Git hooks, on en a donc plein. Si vous lisez la doc de Git, vous verrez que vous en avez plein. Et donc, il y a quelques exemples, pré-commit, post-receive, post-commit, post-receive, etc. Et alors, il y en a un que j'aime bien, qui s'appelle post-receive, et qui littéralement, dans la doc, dit « push the code to production ». Donc on se dit « ah, bah tiens, ça m'intéresse, c'est exactement ce que je veux faire, push the code to production ». Donc allons-y, comment ça marche? Donc l'idée, c'est que c'est lancé par une sous-commande Git qui s'appelle receivePack, qui est appelée au moment où on fait un Git push et qu'elle reçoit un paquet d'infos prêts à être déployées. Et donc, elle va contenir plusieurs informations. Dans les informations qu'elle va passer à ce hook post-receive qui est appelé, elle va passer notamment le nom de la branche, le commit initial, le nouveau commit sur lequel on arrive, et surtout, elle va faire ça pour toutes les branches. C'est-à-dire que si vous faites un git push toutes mes branches, eh ben, elle va jouer le git hook sur chacune des branches, mais elle va ne le faire qu'une fois qu'elle aura tout reçu. L'idée étant de ne pas rallonger non plus les temps de push indéfiniment. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir déclencher ce script de déploiement une fois que tout est là sur le serveur et qu'on a tout sous la main. Donc ça lit tout depuis une entrée standard, en dev standard, c'est de l'Unix, puis derrière c'est Linus Torvalds, donc autant dire que le mec est plutôt un peu, c'est un peu brut. Et puis on peut automatiser le process, c'est du scripting, donc on peut faire jouer ça par n'importe quoi, y compris un interpréteur un peu fancy qui pourrait être du Node, par exemple, et on pourrait écrire notre script en JS, par exemple. Et pour ça, on va juste utiliser un shebang qui va être user-bin-env, mon truc. Donc je vais rentrer dans mon repo. Je vais rajouter un petit fichier dans un répertoire qui s'appelle hooks, le bien nommé, et qui s'appellera post-receive, le bien nommé. Je vais le rendre exécutable, sinon Git ne pourra pas le lancer, on est en Unix. Et donc se pose la question de qu'est-ce que je choisis comme techno pour le faire. Alors, au début, je m'étais dit, je voudrais un truc un peu fancy pour faire ça. Donc on va faire, là on va le faire en JS, mais du coup j'utilise quoi? J'utilise Node ou j'utilise Dino? C'est tentant. Node, c'est flexible. Il y a un écosystème de fou, tout le monde connaît, tout le monde peut s'en servir. C'est facile à étendre, c'est le même langage qu'on utilise pour coder notre front-end, donc on n'est pas perdu. Mais Dino, c'est un support TypeScript native, ce qui est cool, c'est secure by design, ce qui n'est pas le cas de Node. Ça s'auto-bootstrap, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. Vous posez un script Node, vous lancez un script en TypeScript, vous faites Dino, le nom de mon script, et il va récupérer tout ce qu'il lui faut. Il lui manque des éléments, il va les charger, il lui manque des packages, il va les charger. Si les packages sont dispo sur un CDN, il les prendra depuis le CDN. J'ai pas de npm install à faire, un truc comme ça. Donc vraiment, c'était idéal. C'était se dire, ah tiens, je pose le truc, et ça juste marche. Le problème, c'est que je vais utiliser pour manipuler les dépôts Git une app qui s'appelle, enfin un module qui s'appelle NodeGit, qui est un wrapper vers la libgit 2 qui est en C. Donc en fait, ça fait du binding entre JS et les commandes C de Git. Et donc, il faut compiler ça par GIP. GIP, c'est de la merde, et de toute façon, il n'y a que Node.js qui s'en sert maintenant, et puis personne ne sait le maintenir. Donc bref, toujours est-il qu'à l'heure actuelle, le projet NodeGit, il avance pas vite. Il est toujours en CommonJS, c'est pas en format ECMAScript, donc c'est pas lisible directement par Dino. Ça pourrait être transpilé en ECMAScript par des CDN type ESM, JS et compagnie. Le problème, c'est que forcément, GIP fait planter les CDN, donc en fait, ça ne sera pas possible de faire du Dino sur ce coup-là. Mais mon ambition, c'est bien qu'à la fin, on puisse y arriver quand même, à un moment. Déjà, peut-être on sortira de CommonJS pour NodeGit, ça sera pas mal. En attendant, tant pis, on va bootstrapper le projet en Node, et puis voilà, tant pis, c'est pas grave. Donc, je vais utiliser mon shebang, comme j'avais dit, le petit coup de user bin env node, comme ça, je lui dis, tiens, tu me lis les scripts avec Node. Comme ça, Git, il est content. Je vais lire ce qui arrive sur l'interface en entrée, et donc je récupère à chaque fois l'ancienne révision, la nouvelle révision, donc ça c'est des hashes de commit, et puis la référence qui est donc le nom officiel de ma branche. Et puis je vais renvoyer un peu de feedback à l'utilisateur en disant tiens, on travaille sur la branche machin. Comme ça, si je pose plat de branche, il sait à quel moment ça se passe dans le déploiement. Et puis, comme je vais utiliser plein de promesses,
et ben, il va falloir que ça passe dans une fonction async qui va être auto-appelante parce que readline ne sait pas lire de l'async. Enfin bon, bref, c'était plus simple en Deno, mais bon, voilà. Première étape, il va falloir que je puisse accéder au dépôt Git. Alors, je vais utiliser donc notre Git. C'est très chouette lib, cela dit. Hein. La doc est comme ça. Hein. Je vais déterminer quel est le chemin de mon répertoire. Alors, Git est bien foutu. Il se lance systématiquement dans le repo bear. Donc, j'ai juste à ouvrir le répertoire courant, et puis je suis dedans. Voilà. Donc, c'est le chemin de mon répertoire. Et donc, j'ai même une commande open bear repository dans notre Git, et puis basta. Donc, j'ai ouvert mon repo. Première étape. Deuxième étape, il va me falloir un peu de tooling pour pouvoir faire ça. Et je vais utiliser AirSync pour mes déploiements. Je vous explique un peu plus tard pourquoi le choix de AirSync, outre le fait que c'est un super outil Unix. Donc, pareil, on a un module NPM qui permet de faire ça, qui s'appelle AirSync. Bien foutu, hein. Et donc, on va créer un nouveau AirSync, voilà, et puis qu'on va utiliser. Et en gros, tout ça va nous définir un espèce d'ensemble de props, on va dire, qu'on va pouvoir passer à des sous-fonctions qui vont automatiser un peu tout notre système. Donc, on va retrouver notre repo, notre instance AirSync, les références, le nom de la révision, il me faut que la nouvelle, donc j'utilise que ça. Et puis, je chante un peu les noms, notamment le nom de la branche, et puis un nom court de la révision, ça sera plus pratique aussi pour envoyer un peu de feedback à l'utilisateur. OK. Alors, je vais utiliser, pour pouvoir pas me faire chier, parce que je vous rappelle qu'on est dans un bare repository, donc on n'a pas accès au code source brut, on a accès qu'au commit, je vais utiliser des worktrees. Alors, les worktrees, il y a des gens qui utilisent les worktrees dans Git. Ah ouais, effectivement, on n'est pas nombreux. Les worktrees, c'est génial. L'idée, c'est que... OK, je vous fais la parenthèse. Vous bossez sur une nouvelle feature. Vous codez votre nouvelle feature à fond, et là, vous avez un ticket qui arrive qui dit « c'est pété sur la prod ». Et on se dit « merde, alors attends, je vais faire un fixe ». Alors, donc déjà, je vais stacher ce que je suis en train de faire, et puis je vais faire une nouvelle branche pour faire mon fixe. Alors, si en plus, si vous avez des process à la con, vous allez dire « ah, attends, bouge pas, il faut que je fasse une branche de type hotfix et de machin ». Donc, je la fais repartir du commit, donc je le fais repartir du tag, et donc je fais mon push. Bref, vous faites votre fixe, vous poussez ça en PR, et puis vous attendez le retour de la PR. Alors, vous pouvez aller boire un café, mais bon, ça va peut-être être long. Donc vous dites, bon, alors je reviens sur ma branche où j'étais. Donc je reviens sur ma branche, je déstache, je bosse sur ma branche, et puis vous avez le retour de la PR qui vient, qui dit, ton fixe, il est pété. Ah, putain. Donc je restache ce que je fais, je reviens sur ma branche, je reprends le truc, et bon, voilà, normalement, là, vous êtes perdu. Moi, déjà, je le suis. Le principe du worktree, c'est de dire, vous clonez votre repo une fois, et après, vous faites un git worktree add, et vous passez un nouveau répertoire, et il va check-outer une nouvelle branche, ou une branche existante, dans ce nouveau répertoire, sans recloner tout le dépôt Git. Et l'ensemble de vos worktrees vont être synchronisés sur le même dépôt Git sur votre machine. Donc toutes vos branches vont être lisibles au même endroit, vont être accessibles au même endroit. Vous pouvez avoir N versions de votre projet, dans plein de branches différentes, et vous allez manipuler tout ça. Pourquoi ça va être pratique là ? Parce que c'est exactement ce qu'on veut faire. Je suis dans mon repo bear, ce que je veux, c'est avoir à un moment une copie d'un commit donné, pour pouvoir travailler dedans. Puis après, je m'en débarrasserai, j'en aurai plus besoin une fois que j'aurai fait mon petit traitement de CI. Donc, on va faire un worktree, et pour ça, je vais créer une fonction qui va s'appeler buildWorktree, et je vais lui passer les différentes props. BuildWorktree, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va créer un chemin temporaire sur votre système, qui va utiliser le nom de la révision, parce que c'est quand même plus pratique et plus joli. On va ajouter un nouveau worktree sur notre bare repo, qui pointe vers cette révision, vers ce fameux commit, et puis on va ouvrir ce nouveau repo. Je ne sais pas exactement pourquoi je recheck out la référence. Normalement, je pense que par défaut, c'est déjà la bonne, mais bon, hein, qui peut le plus, peut le moins. Voilà, bon, on est sûr au moins d'être sur la bonne branche, sur le bon commit. Donc, je suis sur mon commit. Ça, c'est la première étape. Donc, maintenant que j'ai fait ça, il faut que je build mon worktree. Donc, toujours dans ma méthode build worktree, une fois que j'ai fait mon checkout, je vais lancer une commande de build. Et là, c'est ma micro-CI. Donc, je vais lui passer le répertoire de build, le working dir dans lequel je veux faire mon build. Qu'est-ce qui va se passer dans cette méthode de build ? Je vais déjà essayer de voir, dans le contexte là, je vais dire que je suis sur un projet de type JS, et là on commence à rentrer dans l'idée de l'extension. Peut-être que je ferai un écosystème de plugins pour gérer qui a un projet JS, qui a un projet Python, qui a un projet Rust, qui a un projet Ruby, whatever, ce que vous voulez. Là, disons que c'est du JS, je vais regarder si j'ai un fichier package.json qui est dedans. Si c'est le cas, eh ben super, on va pouvoir continuer le build, donc je vais préparer ma commande npm, qui va être un npm préfixe vers mon working dir. Et puis, si j'ai un fichier package.lock, eh ben, je vais pouvoir faire un clean install, histoire de pouvoir être vraiment sur ce qui est dans le package.lock. Sinon, je vais faire un npm install tout bête. Et puis, je vais lancer un npm run build
avec un flag if present. Comme ça, si j'ai un script de build, il va être lancé. Si j'ai pas de script de build, bah, c'est pas grave. J'aurai installé les dépendances nécessaires à mon projet, puis mon working tree sera prêt à être servi, il sera pré-build, on va dire. Ça va, je perds personne? Ok, super. Donc tout ça se lance avec une petite commande de run, hein, vous avez vu, en fait je fais un run npm machin, et donc la petite commande de run c'est juste un wrapper autour d'un exec parce que npm ne permet plus de lancer programmatiquement, c'est dommage, mais bon c'est pas grave, donc on va faire un sous-process et puis voilà, ça se tourne. Et puis voilà, on renvoie simplement le résultat de la commande. J'ai buildé mon working tree, maintenant il faut que je le déploie, parce que pour le moment il est toujours dans un répertoire temporaire quelque part sur mon file system, je sais pas où. Enfin, je sais où, mais bon, je ne peux pas y accéder depuis mon serveur web. Donc je vais avoir une méthode deploy worktree. Et mon deploy worktree, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre plein de choses dans mes props, il me retournera le chemin qui va être le chemin où va être déployé mon app à la fin. Et on va déjà, alors on va faire deux choses là. On va déjà setup le dossier de déploiement final, pour être sûr que tout soit prêt à recevoir mon déploiement. Cette fonction de setup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déjà s'assurer que le répertoire de déploiement est prêt. Alors là, je commence à rentrer dans des sous-commandes un peu chiantes, mais vous allez voir pourquoi, c'est un peu dur. Je reviens sur mon idée de convention over configuration. Je vais déployer, là, par exemple, je vais déployer dans mon répertoire /var/vvv. Je peux choisir que par convention, je vais déployer dans un répertoire www au même niveau que mon bare repository. C'est un choix de convention. Et peut-être que mon serveur web, il n'est pas configuré comme ça. Peut-être qu'en fait, mon répertoire de prod, il est ailleurs sur mon file system. Il faut que je puisse lui dire, bah, tu ne déploieras pas là, tu déploieras ailleurs. Alors, soit je fais un fichier de config à la racine de mon dépôt, bouh, nul. Soit j'utilise un outil qui sait déjà gérer de la config. Et Git, il fait ça hyper bien, en fait, parce que Git, il a plein d'options de config. Si vous prenez un repo Git, mon bare repo par exemple, et que je fais un git config list ou local list, le local est optionnel, mais je vous le laisse comme ça, c'est plus explicite, vous avez plein d'infos. C'est stocké dans un fichier ini, donc c'est une référence domaine.clé égale valeur, toujours pareil, hein. Et donc par défaut, vous avez ces éléments-là. Là où c'est intéressant, c'est que ce n'est pas contraint par Git. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Si lui, ce n'est pas une des clés dont il se sert, fais ce que tu veux, hein, c'est ta vie, hein, c'est un fichier ini, tu te démerdes, hein, t'es grand. Donc ça veut dire que je peux par exemple lui dire, bah tiens, je peux avoir une clé dirs pour directories deploy, et ça peut prendre une valeur. Donc, par exemple, je peux lui dire, bah, tu ne déploieras pas dans var www, mais dans var www prod, par exemple. Et donc si j'interroge cette fameuse référence que domaine clé, je lui dis, ah, c'est quoi la valeur pour ça? Il me renverra bien var www prod. Si je ne l'ai pas, je considère que je déploie dans le répertoire www au même niveau que mon bare repository, sinon je prendrai cette valeur-là. Donc ça veut dire que projet par projet, dans chaque bare repository, qui est donc mon centre de déploiement, je peux rajouter de la config à la main quand il y a besoin, juste sur les éléments nécessaires. Donc je reviens sur mon idée de setter le dossier de déploiement et s'assurer que tout est bien là. Qu'est-ce que je fais? J'ai accès à ma config dans mon dépôt Git, donc je lis cette fameuse entrée de config dirs deploy, est-ce qu'elle existe ou pas? Oui, elle existe, c'est super, je m'en sers. Non, elle n'existe pas, et ben, la valeur par défaut, ça sera un répertoire www au même niveau que mon répertoire repo, de mon repo, blablabla. Je vais faire un mkdir pour être sûr que tout est bon, que tout est prêt. Je vais envoyer un peu de feedback à l'utilisateur, et les branches vont être déployées dans le répertoire papapapam, et je vais renvoyer ce répertoire racine de déploiement. OK. Et donc ça va me permettre d'avoir l'endroit où je vais déployer ma révision. C'est-à-dire que je vais avoir mon dépôt root var www, var www prod, suivi du nom de mon commit, puisque là je déploie un commit précis. Donc je vais avoir une référence de plein de dossiers de commit à l'intérieur de mon répertoire de déploiement. Alors maintenant, ça m'amène à vous parler de la notion d'ancêtre commun. Si vous avez... Git ne sait pas ce que c'est qu'un arbre. Il s'en fout. Git, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des commits qui référencent un commit par an, qui référencent un commit par an, qui référencent un commit par an, qui référencent un commit par an. Et vous arrivez comme ça jusqu'à votre commit initial. Et donc, chaque fois que vous faites un git log avec un graphe, par exemple, en fait, il recalcule absolument tout. Enfin, en vrai, il y a des systèmes de cache, mais l'idée, c'est que ce n'est pas stocké quelque part. C'est recalculé à chaque fois. Donc, vous ne pouvez pas lui dire, tiens, j'ai telle branche, c'est quoi le point de fork entre les deux? Il ne sait pas, et il s'en fout. Si vous en avez besoin, spoiler, j'en ai besoin, eh ben, c'est à vous de le calculer vous-même. Donc, heureusement, il y a une fonction pour ça dans Git qui s'appelle merge_base et qui lui dit, tiens, tu me prends ces deux branches-là et tu me trouves le commit le plus judicieux
qui serait commit parent aux deux branches en question. Donc en gros, un point de fork. Donc ou, dans la syntaxe Git, une base pour un merge futur à venir. Donc si je fais ça, par exemple, sur les branches A et B, il va me dire, bah là, c'est le X, le bon commit. Si je lui dis sur AC, il va me dire, bah, c'est le X là. Mais en revanche, si je lui dis ABC, il va me dire, ah, bah, c'est le fork de B. Parce qu'en fait, il va considérer qu'il peut faire un merge de BC, il va faire un merge base sur le AM, et donc il va considérer que le X est le bon. Le commit d'avant serait bon aussi, mais le plus judicieux pour lui, c'est celui d'avant. Pourquoi c'est intéressant? Parce que je vous rappelle que l'idée, c'est de faire du déploiement atomique, donc de ne déployer que ce qui a été modifié. Donc il va falloir que je trouve quel est mon point de fork pour lui dire, tiens, ta branche de départ, d'où tu viens, c'est ce commit-là. Et donc, il faut que tu puisses redéployer à partir de ce commit, parce que c'est à partir de celui-là que tu vas faire un diff de déploiement. Donc il va falloir que je trouve toutes les branches disponibles dans mon dépôt, dans mon Bear repository. Il va falloir que je trouve pour chacune de ces branches, sur le commit sur lequel je veux déployer là maintenant, quel est le fork point, donc quel est le commit de fork de référence. Je vais itérer après sur toute l'historique pour trouver quel est le bon, et puis dès que j'en trouve un qui peut potentiellement servir de merge base, c'est banco, c'est probablement, très certainement, le bon commit de fork. Peut-être que vous n'en trouverez pas et vous arriverez à l'initial commit, c'est possible. Peut-être que vous en trouverez un très récemment, ça marche aussi. Alors, comment ça se passe? Je reviens donc dans ma fonction de setup deploy dir. Je vais essayer de trouver toutes les bases dispo. Donc, je vais littéralement implémenter ce que je viens de vous dire, à savoir, je vais récupérer toutes les références, mais comme on est dans un Bear repository, chaque commit est une référence. Donc il va falloir que je trouve les références qui sont des vrais noms de branches et pas juste des noms de commit. Donc il y a un petit trick avec notre guide qui permet de lui dire si tu arrives à lire ça comme âge de commit, j'en veux pas, c'est que c'est pas une branche, en tout cas pas un vrai nom de branche lisible par un humain. Sinon, donne-le-moi, c'est ça qui m'intéresse. Et donc je vais partir de mon commit que je cherche à déployer, parcourir tout l'historique de ce truc-là. Et non, je vais récupérer pour chacune de ces références, je vais récupérer le point de fork entre ma branche courante et cette branche distante, et puis je vais me construire un tableau qui va contenir tous mes points de fork possibles par rapport à ma branche en cours de déploiement. Donc la fameuse fonction guide merge base. Si vous le faites en Git, il y a un flag qui s'appelle isAncestor et qui vous le donne tout de suite. Dans notre Git, il n'y est pas, il faut le faire à la main. Hein, voilà. Donc on l'a fait à la main. Et donc une fois que j'ai toutes mes bases possibles, je reprends mon commit de référence, je prends l'historique, donc je fais une lecture inversée, je remonte le temps, je remonte mon historique, et donc comme je parcours tout mon historique, chaque fois que je rencontre un nouveau commit, je regarde si c'est potentiellement un commit une merge base, sinon on dégage, si oui, je vais regarder si elle a déjà été déployée, donc je vais regarder si dans mon répertoire de déploiement, j'ai un répertoire au nom du hash qui correspond à ça. Si oui, c'est gagné, et vous pouvez partir avec. Sinon, eh ben, à la fin, on ne retournera rien, et puis on considérera qu'il faut faire un déploiement from scratch parce qu'on n'a pas de commit de référence, et c'est pas grave. Ça fera juste un commit complet plutôt qu'un commit différentiel. Et puis on lance la lecture parce que voilà. Donc, puisque j'ai trouvé maintenant potentiellement un répertoire qui contient un déploiement précédent qui sert de point de départ, je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle les hard links. Et c'est là qu'on fait du déploiement atomique. L'idée, c'est de dire que sur votre file system, considérez que votre stockage, c'est une grosse base de blocs qui contiennent chacun de la donnée. Et un nom de fichier, ça n'est jamais qu'un pointeur vers un ou plusieurs de ces blocs qui va correspondre à votre donnée brute. Normalement, chaque fois que vous créez un fichier, il va allouer un nouvel espace, donc un nouveau bloc à ce pointeur, sauf si vous utilisez des hard links, auquel cas, plusieurs noms de fichiers peuvent pointer vers le même bloc, ce qu'on appelle un inode, donc vous pointez vers le même endroit. L'avantage, c'est que vous n'utilisez pas plus d'espace disque, vous modifiez un fichier, c'est modifié partout vers tous les pointeurs qui réfèrent à ça. Normalement, ça vous parle parce qu'en JS, on a un peu le même problème avec les gestions des objets notamment, donc c'est à peu près le même principe. Pourquoi ça va être intéressant? Parce que rsync me donne une option pour pouvoir utiliser des hard links au moment où je vais vouloir déployer. Donc, je reviens sur mon idée, j'ai chopé un base commit. J'en ai un, ça y est, je le tiens, je le garde. Qu'est-ce que je fais? Je renvoie un peu de feedback à l'utilisateur. Et il y a un déploiement qui peut te servir, on va utiliser ça comme base, et je vais setter une option de rsync qui s'appelle linkdest, et qui va utiliser ce répertoire qui contient un déploiement précédent comme la base des hard links. Et donc, quand il va vouloir faire le rsync de votre
dossier temporaire vers votre dossier final de déploiement. Il va regarder la checksum. Si le fichier existe déjà, il fait un hard link. Sinon, il copie le nouveau fichier. Donc vous ne déployez que ce qui est nécessaire. Déploiement différentiel. Je vais setter la destination, donc mon répertoire final dans VVV qui va contenir mon chemin de déploiement. Et puis maintenant, une fois qu'on a ça, on va faire la publication en tant que telle. Donc je reviens dans ma fameuse fonction de déploiement au départ qui appelait tout ce merdier. Je relis ma config de repo. Je vais éventuellement chercher si j'ai une clé de config qui s'appelle dears build. Bah oui, parce que si je fais du statique, je vais déployer tout le worktree. Mais si j'ai un projet vite, par exemple, le vite build, il va me construire un répertoire dist. Et c'est ce répertoire dist que je veux déployer. Ce n'est pas tout le reste. Le reste, c'est le code source, je m'en fous, j'en ai pas besoin en prod. Donc ça me permet de lui dire, là encore, j'étends la convention en disant, bah, tiens, sur ce projet-là, en fait, le build est dans le répertoire dist, c'est ça que tu veux copier. Si j'ai la clé, super, j'utilise ça pour mon point de départ. Sinon, bah, j'utilise le worktree en entrée définitive. Et puis, je set les options de rsync. Mode archive, je compte pas je copie pas les times, les temps de déploiement, les heures affectées au fichier parce que je m'en fous. J'utilise la méthode des checksum, éventuellement j'exclus des répertoires. Et puis, bah, je définis le répertoire source qui est donc mon répertoire de build, mon worktree ou un sous-dossier du worktree si ça a été étendu dans la config. J'exécute ça, et comme on a dit bug free, je colle ça dans une promesse avec un try-catch, qui me permet, en cas de pépin, de juste retourner false si jamais j'ai un souci et de pouvoir capturer ça un peu plus tard. Je pourrais aussi lever une erreur si je voulais. Voilà. Et puis, je finis par renvoyer, dernière étape, vraiment la mise en prod. Donc, je finis par renvoyer un peu de feedback en disant maintenant, j'ai mon répertoire VVV, dedans, j'ai un répertoire au nom de mon commit, j'en ai plein, tous ceux que j'ai déployés précédemment, mais ce que je veux, c'est bouger ma tête de lecture. Je m'en fous du nom de mon commit, je veux le nom de ma branche. Et donc là, je vais dire, bah, je vais faire un lien, et là, pour le coup, je vais faire un lien symbolique. Donc, si ça existe déjà, je supprime parce que sinon, Node me pète une erreur. Et donc, on va s'assurer que le nom est complet, parce que moi, j'aime mieux utiliser des noms de branches du type fit / quelque chose / autre chose. Donc, comme je veux garder cette syntaxe-là, je vais construire mon arbre. Et puis, bah, je vais faire un lien symbolique de ma destination du rsync vers le nom de ma branche, littéralement. Donc, mon update ou whatever, ce que vous voulez. Et c'est ça que je retourne à la fin à mon exécuteur central. On va se faire une petite fonction de clean, parce qu'on a dit qu'on évitait les erreurs, donc on a encapsulé tout ça dans un try-catch. On s'assure que quoi qu'il arrive, on fait le ménage après nous, parce que ça ait marché ou que ça n'ait pas marché, il faut que ce soit propre. On n'est quand même pas les cochons. Donc qu'est-ce que je fais ? Bah, juste je supprime le worktree, parce que j'en ai plus besoin, le build est fait, ça a été déployé, c'est OK, le rsync est passé dessus, ou pas, mais en tout cas, j'ai plus besoin du worktree. Et puis je vais prune les worktrees dans le dépôt Git, pour qu'il enlève toutes les vieilles références et qu'on ne s'en serve plus, qu'on n'en ait plus besoin. Me reste la partie redémarrage, donc j'ai récupéré le chemin qui contient mon app telle qu'elle a été déployée sous le nom de ma branche, donc var vvv mon update par exemple. Et donc je vais passer ça, bah, si j'ai bien récupéré ça, donc si tout s'est bien exécuté, qu'il n'y a pas eu de souci, je vais pouvoir lancer un restart. Donc là encore, possibilité d'extension, plugin, comment je redémarre le projet, si c'est une app en Node, une app en Ruby, une app en Python, whatever, ce que vous voulez. Pour les besoins de la démo là, je vais randomiser un port, récupérer l'IPv4 de la machine, et puis je vais regarder dans mes process précédents s'il y en a un qui a déjà été lancé sur ce nom de branche. Si oui, je le kill, je ne veux pas garder les anciens process existants, et puis je redémarre mon serveur. Alors soit votre serveur supporte un démarrage à chaud, vous envoyez un SIG-up et hop, ça repart. Soit là, bah, comme j'ai tué le process, et bah, je relance un nouveau. Donc là, je fais npx serve tout bête, et puis ça me déploie mon app. Et surtout, ce qui est important, c'est que je la détache. Parce que là, je parle depuis tout à l'heure, mais c'est peut-être déjà le printemps. Mais surtout, vous êtes toujours dans l'exécution de votre git push là. Donc là, vous avez poussé, votre git push, il est en train de lire des trucs, il vous renvoie des choses, mais il ne vous rend pas la main. Et si vous lancez un sous-process, comme par exemple un serveur web, bah, le serveur web, il garde la main, et Git, il ne vous la rend jamais. Donc il faut sortir le process. Alors, si vous faites un appel API pour pouvoir redémarrer une app, c'est top, vous n'êtes pas emmerdé. Si c'est un sous-process que vous lancez comme là, il faut le sortir du thread principal pour qu'il ait son propre thread à lui et puis qu'il parte tout seul faire sa vie comme un gentil petit garçon. Ce qui vous permettra de le kill au prochain update, etc. Alors à quoi ça ressemble quand on fait ça ? Eh bien, je reviens dans mon app. Je suis toujours dans mon app.
Je vais faire une nouvelle branche qui va s'appeler fit update name, par exemple, donc qui switch vers une nouvelle branche. Je vais modifier un peu mon code source. Donc j'ai déjà poussé précédemment ma branche main, elle a été déployée, etc. Je vais faire mon petit commit, et puis je vais git push ça. Et qu'est-ce qu'il va me dire? Il va m'envoyer du feedback, il me dit, tiens, on déploie la branche dans var vvv. Là, pour le moment, on va travailler sur la branche fit update name. On va préparer un worktree. On est détaché sur la référence du commit qui correspond à ça. On voit bien qu'il y a le build qui se fait, donc il fait bien npm install des dépendances vite, il lance bien le vite build, il a bien buildé le projet. Il a parcouru l'arbre et il me dit, tiens, j'ai trouvé un point de fork, c'est tel commit de référence, il se trouve que je l'ai déjà. Donc je le sais. Il va me dire qu'il déploie le fichier temporaire vers une nouvelle destination, qui est donc bien var vvv, le nom de mon commit. Et il me dit bien que c'est le répertoire dist qui déploie, parce que là, j'aurais fait un petit coup de config en disant c'est dist que tu déploies et c'est pas tout le répertoire. Et puis il va me dire, du coup, je fais un lien de var vvv fit update name, qui est donc le nom de ma branche, vers le bon commit. Et je redémarre mon app. Et ensuite, il me rend la main. Et mon app a l'air démarrée. Alors, si vous voulez, je vous fais une démo, et si vous ne voulez pas, je ne vous la fais pas. Vous la voulez ou vous ne la voulez pas? Vous la voulez? Allez, on la fait. Allez, on l'a fait. Je vais zoomer que vous y voyez quelque chose. Donc, je vais essayer de tout me souvenir dans l'ordre. Maintenant que je vous ai tout dit, je ne peux pas me planter. J'espère. Sinon j'ai l'air d'un con. Alors, c'est bon, vous voyez bien? C'est OK? Donc, je suis dans un répertoire démo. J'ai rien dedans à part juste le fait de setter ma version de Node. Ça, c'est lié, c'est une problématique liée à Node Git qui est... Bon, bref, je vous la passe, mais Node 20, ça passera. Node 22, ça passera pas. C'est pas grave, le projet avance. Voilà. Donc, on va commencer par initialiser un repo de type bear qui va s'appeler donc repo. Donc, il me dit, voilà, j'ai initialisé un repo. Si je vais dans repo et que je regarde un peu ce que j'ai dedans, j'ai déjà un répertoire hooks. Si je regarde ce que j'ai dans hooks, en fait, j'ai plein de fichiers qui s'appellent .sample. Donc, en fait, il va vraiment chercher le nom du hook à exécuter. Donc, s'il ne le trouve pas, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Ils sont, encore une fois, hein, très permissifs. Hein, Monsieur Torvalds. Donc, faites un peu ce que vous voulez. En l'occurrence, je ne vais pas me faire chier. Je vais supprimer carrément tout le répertoire de hooks parce que là, je ne m'en sers pas. Et en fait, si je remonte un cran et que je vais là, par exemple, j'ai un repo à moi qui contient mes propres hooks, avec notamment un post-receive qui contient tout le code que je viens de vous montrer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, je vais utiliser la méthode des worktrees. Donc, je vais lui dire, tiens, je vais lui demander de me lister les worktrees. Il me dit, tiens, oui, ça c'était un ancien test, tu vois. Hop là. Hop là. Oh, il me dit, t'en as pas. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, vous avez tout mon boulot qui apparaît en plus en suggestion, c'est génial. Je vais dire, tu m'ajoutes un nouveau worktree, tu vas me l'ajouter, et je vais lui dire, je vais le forcer, je vous explique pourquoi juste après. Et donc, je reviens dans démo, je reviens dans mon repo, tu me mets ça dans le répertoire, non, tu me mets ça donc dans hooks, puisque c'est là que c'est censé se trouver. Et je vais lui dire que tu me déploies la branche main. Normalement, le worktree, il ne veut pas vous déployer une deuxième fois une branche qui est déjà déployée quelque part sur votre système pour éviter que vous ayez des emmerdes. Mais là, en l'occurrence, je veux juste qu'il utilise les scripts, je ne veux pas travailler dedans. Donc, je le force à quand même prendre ma branche main et puis basta, on s'en fout. Je reviens dans mon repo là. Non, oui, évidemment. Donc, il me dit que il a bien un répertoire hooks, je vais bien dedans. Si je regarde, dit, ça tombe bien, c'est effectivement bien mon build. Et alors, comme ce n'est pas Deno, voilà, hein, désolé, il faut que je fasse un npm CI pour pouvoir installer tous mes paquets. Donc, comme je vous ai dit, c'est notre guide, c'est Git. Donc là, normalement, on a le temps de prendre un café, je vais faire autre chose. Puisque le temps qu'il installe tout ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Je reviens dans ma démo. Je vais faire un... je sais même plus, c'est quoi? C'est ça la syntaxe? Je sais même plus. npx create vite la test, je sais plus. Comment je crée un projet vu déjà? Je sais même plus. Tu vois? Tiens, voilà, comme ça. Je fais un npm create, tu vois? Je fais un npm create vite la test. Hop là, c'est pratique ZSH. Hein.
Donc dans un dossier que je vais appeler SRC, je vais faire un template vue, tout ça, voilà. Donc je vais dedans. On est bien d'accord que j'ai tous mes éléments. Je vais initialiser mon dépôt Git quand même dedans. Donc il me dit, oh là là, t'as plein de trucs dedans, dis non, c'est pas comité. Je vais faire un git add point, comme ça je mets tout dedans. Je vais faire un git ci initial commit, voilà. Je vais ajouter ma remote, git add remote deploy, et alors là, je fais tout sur la machine, donc je peux lui mettre un chemin, ça doit être un cran au-dessus, non, pardon. Je peux lui mettre un chemin sur le file system local, mais je pourrais le faire en SSH et pousser un SSH, c'est exactement la même chose, ça se passe de la même manière. Is outside, qu'est-ce que j'ai dit? Git add remote deploy. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, git remote add, c'est bien ça. Deploy, voilà, c'est ça. Exactement, c'était ça. Et alors, comme il n'a toujours pas fini de s'installer, on va attendre qu'il ait terminé, parce que de toute façon, voilà. Parce que là, si je le pousse maintenant, il va couiner, hein, il lui manque des paquets, donc voilà. C'est long, ce putain de GIP, c'est une catastrophe. C'est une des raisons pour lesquelles on a dit non, hein, c'est parce que GIP, quoi. Ouais, on peut prendre des questions en attendant, puis après je vous raconterai la suite encore. On a un micro mangeable, si vous voulez. Répète. Ne mangez pas le micro. Ne mangez pas le micro. Il y a encore une question tout au fond. Merci. M'asiatique vous remercie. Mon pied beau. Je voulais juste savoir si tu avais une garantie au niveau du système d'exploitation que tes outils de build, qu'ils soient en JavaScript, Vite, machin, etc., ils comprennent les hard links ou pas? Alors, je pars du postulat que... je ne vais pas donner un chiffre parce que ça serait mentir, mais je pars du postulat que la plupart des systèmes d'hébergement sont de l'Unix et donc ils supportent les hard links. Si ce n'est pas le cas, effectivement, on pensera la problématique différemment. Mais généralement, quand tu commences à arriver sur ce genre de... Après, je ne dis pas, hein, tu es peut-être obligé de faire du 2IS, mais je pense que dans ces cas-là, tu es plus sur ces problématiques de déploiement-là. Ma question, c'est plus dans l'inverse. Est-ce que, par exemple, si j'écris un outil en JavaScript pour faire du build, est-ce que j'ai à me soucier justement des hard links ou c'est complètement transparent, c'est géré par l'OS? C'est complètement transparent. En fait, l'idée, c'est que ton outil de build, il va te produire des fichiers. Et c'est vraiment cette étape de je déplace depuis mon répertoire temporaire vers mon répertoire de production ou de staging ou whatever, en tout cas celui qui sera servi par le serveur web. C'est là que je vais mettre en place la dynamique des hard links pour pouvoir avoir des copies dynamiques. Donc en fait, à partir du moment où ton outil de build t'a sorti des fichiers sur le file system, il n'a pas besoin de connaître quoi que ce soit d'autre. Ok, merci. Allez, c'est fini. Merci pour cette interview. On repasse à la démo. Vas-y, je te laisse repasser à la démo. On repasse à la démo. Donc j'en suis là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sur ma branche main, j'ai fait mon commit, tout ça. Je peux faire un git push, deploy et ma branche main. Donc il me dit que je vais me faire foutre. Qu'est-ce que j'ai encore oublié de faire? Tu vois, c'était le dernier moment. Et là, normalement, je vais dire « Ah, mon Dieu, mais oui, mais c'est bien sûr !» Que sais-je? Qu'est-ce que j'ai fait? What? Wow. Alors ça, c'est étonnant. Ah bah merde alors, comme on dit chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dans mon repo. Il doit avoir, du coup, il a dû me garder la liste des worktrees. Bah ouais, fatalement. Je lui supprime ça. Oh là là, vous voyez, c'est toujours au moment où l'effet Bonaldi. Ouais, je suis vieux. Alors, attends, je suis là, il me dit non, va te faire voir, je te déploierai pas ça. Pourquoi tu veux pas me déployer ça? Et surtout, pourquoi tu crois que c'est... Ah, ben oui, je n'ai pas fait de npm install dans mon projet. Du coup, on va reprendre des questions. Non, celui-là, c'est plus rapide, c'est un projet vu. Normalement, ça va. Mais ça montre que j'ai un souci, parce que normalement, il est censé gérer le fait qu'il n'y a pas de package lock, et finalement, tu vois, il queen. Donc finalement, il y a un problème. Je vais faire un git oops. Je n'en ai rien vu. Oh, dis donc, c'est dans mon commit, initial commit. Formidable. Je git push, deployment. Oui, bah, force, si tu veux, elle existe déjà. Et alors?
Hop là. Et donc voilà. Donc là, j'ai bien mon petit retour. Il me dit bien. J'essaie de reprendre au début du truc. Ben, on bosse sur la branche head main. Voilà le vide build qui se fait. Voilà les assets qui sont produits. Regarde, je t'ai fait un lien. Je te renvoie même l'URL parce que je suis sympa. Et là, ah bah j'ai rien dedans. Ah mais oui. Mais c'est bien sûr, j'ai oublié de configurer ma config. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc je lui dis, ah mais non, le dirs build c'est dist en fait. Vas-y, je te reforce la main. Ah oui, non. Alors j'ai un truc qui s'appelle PPR si vous voulez. Pareil. C'est un truc pour pousser des trucs. Oh, ouais, t'es chiant aussi. Salaud. Voilà. Hop là, c'est un truc pour pousser des branches vides, mais ça n'existe pas. Hop là. Ah, ça a marché formidable. Ça, c'est la première. Ah, ça. Alors. Merci beaucoup, mais dis donc, c'est que la première étape. Ah merde, vous pensiez aller manger, c'est pas tout de suite. Hop là, je vais ouvrir mon app, je vais vous zoomer dedans. Je vais aller ouvrir mon truc, et puis je vais lui dire, tiens, hop là, allez, tiens, on va faire comme ça. T'as l'air mignon, hop là. Et on va lui dire, hello Lyon.js. Qui m'a soufflé cette idée? C'est incroyable. Je reviens ici, donc là j'ai bien mon fichier qui est modifié, je l'ajoute. Ouais, tu sais quoi, on va faire comme ça. Hein. Hop là, update title, parfait. Je le pousse. Deploy main. J'ai même pas besoin de faire un force. Hop là. Donc qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a refait le déploiement, je vous le passe, mais voilà. Ce qu'on peut voir, c'est que là, mon serveur ne répond plus. Parce que c'est toujours ma branche main que je déploie. Donc il m'a killé l'ancien serveur. Il m'a déplacé la branche. Et comme je génère le port dynamiquement, et bah, du coup, il m'a ouvert ça sur un autre port. C'est pour les besoins de la démo. Hein. Normalement, vous ouvrez la même chose. Hein. Bon, voilà. Et dis donc, ça a bien marché. Super. Je fais une branche. Hop là, que je vais appeler new title. Je reviens dans mon app. Et je lui dis, non, en fait, je lui dis hello le monde, parce qu'après Lyon.js, le monde. Hop là, je remets à jour, je repousse. Alors là, je pousse la bonne branche, du coup. Là, pareil, il me montre le truc. Et là, normalement, il me dit, ah, regarde, j'ai un commit de base qui sert de référence, c'est ton point de fork. C'est notre dernier, donc c'est le D53B. Je vous invite à le mémoriser. Si je regarde dans ce sens-là, hop là. On est bien d'accord que le D53B, c'est de là où est partie en fait ma branche existante. Donc il m'a renvoyé une autre IP, une autre adresse avec un autre port. Donc là, j'ai bien le Hello World. Si je reviens dans l'autre, elle tourne toujours. C'est pas la même branche. Donc j'ai mes deux previews qui marchent en parallèle. OK ? Je reviens dans ma branche principale. Hop là. Finalement, non, je change de titre. Finalement, et je force la sauvegarde parce que ça a changé entre deux. Hop là. Mon fichier est modifié. Je fais toujours mon commit. Je git push à nouveau en deploy ma branche main. Il remonte sur le truc. Il me dit qu'il a un base commit qui est le précédent. Ben oui, forcément, c'est toujours un forking point. Hein. Si je regarde dans mon graphe, putain, je suis vraiment handicapé, c'est pas possible. Hop là. Donc j'ai bien un point de fork qui correspond à mes deux branches. Donc effectivement, pour main, il considère que c'est aussi cette branche-là qui est la branche précédente. Je reprends là. Donc ma branche main, elle a plus de preview sur l'ancienne adresse. Ça, c'est bon, ça a bien été relancé. Elle est bien sur une nouvelle adresse. Et la précédente, elle marche aussi. Voilà. Vous pouvez forker autant de branches que vous voulez. Tant que ce n'est pas la même branche, il vous ouvrira une nouvelle preview. Vous avez une preview par branche. Et vous avez une prod sur le main. Oh, dire, ça s'est bien passé. Et donc tout ça, ça fait moins de 240 lignes de code. Donc la killer feature de Netlify, elle fait moins de 240 lignes de code. En JS, parce qu'en vrai, si vous faites en bash, c'est moins de 60. Je l'ai faite en bash au départ, c'est moins de 60 lignes. Pourquoi je l'ai faite en bash? Parce qu'en fait, c'est que du scripting. Et en vrai, oui, là, je me suis amusé à le faire en Node. Et ça a du sens à partir du moment où vous voulez avoir un écosystème qui va pouvoir s'étendre avec des dynamiques de plugins qui vont pouvoir charger en fonction de type d'app, le mode de build, ou le mode de déploiement, ou le mode de restart, etc. Mais factuellement, si c'est juste du scripting, bash, ça fonctionne hyper bien comme truc. Hein.
Donc les vrais cas d'usage où ça va s'appliquer après, ça va être essentiellement sur notre écosystème d'API, de plugins avec probablement des appels API, notamment tout ce qui est création à la volée des sites. Là, je lance un serveur NPX, mais en vrai, par exemple, chez All West Data, il y a une API qui permet de manipuler vos sites. Donc vous allez envoyer un signal qui va lancer le redémarrage d'un site, ou vous allez créer un nouveau site qui va correspondre à une preview pour la nouvelle branche, et ainsi de suite. Vous allez avoir tout ce qui est action sur les DB, de la migration, des trucs comme ça, de l'invalidation de cache, évidemment le redémarrage de site, etc. Vous pouvez aller où vous voulez. L'essentiel, c'est d'essayer de le faire avec un maximum de calls d'API, parce que comme ça, c'est asynchrone et vous ne prenez pas trop la tête. Et alors, cette histoire de webhooks, pourquoi pas utiliser les webhooks? Parce que, là encore, personne ne dit que mes clients ils vont utiliser un GitLab ou un GitHub ou un truc qui aura des webhooks de disponibles. En revanche, si vous voulez une expérience très seamless comme chez Netlify, vous pouvez très bien utiliser un webhook côté GitHub, par exemple, ou GitLab, pour dire chaque fois que vous pushez vers Origin, ça ping le serveur en face qui va aller récupérer ça sur le repo de deploy et qui, du coup, va lancer toute sa mécanique en interne. C'est exactement ce que fait Netlify. Hein. Il se fait pinguer par GitHub ou par GitLab, il récupère le repo et après, il lance sa mécanique en interne. Et comme ça, vous n'avez pas de questions à vous poser. Quelques astuces, si vous voulez vous lancer là-dedans. C'est en vrai pas très compliqué. Les sources, tiens, faut que je les mette dispo, je vais les coller sur GitHub, parce que c'est vraiment très simple. Donc, essayez de faire le plus simple possible. Encore une fois, c'est du scripting, donc en fait, vous automatisez de l'action humaine et c'est tout. Utilisez git config autant que vous pouvez pour stocker votre config. Moi, je trouve ça tellement plus élégant que de faire des gros fichiers verbeux de config un peu chiants. Essayez d'abstraire au maximum dans des calls d'API et utilisez un système de plugin pour étendre vos builds, faire un peu comme vous avez envie. Et si vous avez des questions, cette fois, j'ai vraiment fini. Et cette fois, on peut vraiment manger les micros. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que Mathieu, tu m'entends bien au micro? Okay. Ah, il y a des questions. On dit à la régie. Je prends le speaker. Super talk. Merci. À dire, j'ai deux questions. J'ai posé la deuxième après. Je voudrais savoir, sur un projet, on est un peu en trunk-based et problématique, je trouve intéressante, c'est que des fois, on aimerait bien avoir toutes nos merges qu'on pourrait preview, toutes nos petites branches qui se baladent preview directement dans un seul endroit pour qu'on voit que tout est compatible. Comment tu pourrais faire ça avec ce que tu as déjà là? Exactement comme ça. En fait, moi, je trouve que c'est un super outil de QA, notamment, parce que déjà, ça te permet de voir si c'est juste que tu as pushé et pété ou pas. Et puis, ça te permet vraiment de comparer plusieurs versions d'une branche et de voir un peu comment ça fonctionne. Netlify fait ça de façon très maligne. Elle génère des noms de domaine et des sous-noms de domaine avec un fragment au départ qui va être le nom de ta branche, point ton nom de prod, point ton nom de compte, point blablabla. En fait, tu peux très facilement automatiser ça avec un nom de domaine et une API vers un DNS qui va te permettre de te dire, tiens, est-ce qu'il y a déjà un nom enregistré? Si oui, je le réutilise pour cette branche-là. Si j'ai pas de nom, j'enregistre un nouveau nom DNS. Et puis roule, je plug ça vers un serveur web existant. Alors après, ça dépend de ce qu'on a derrière. Si serveur web, c'est un Apache, on peut générer automatiquement une config d'un nouveau virtualos pour servir cette branche-là. Il peut y avoir des petits trucs à tweaker à droite à gauche, mais c'est pas fondamentalement très compliqué parce que c'est 2-3 bouts de config à automatiser pour rajouter des choses, quoi. Et alors, tu pourrais fusionner toutes les branches directes? Ah, on peut imaginer ça, ouais. C'est typiquement la mécanique du merge base dans Git. Alors celle-là, un peu plus tricky, mais en vrai, elle est hyper puissante parce que si tu veux fusionner toutes tes branches, tu vas pouvoir lui dire, tiens, vas-y, prends-moi toutes les branches, fais-moi un gros merge de tout ça et trouve-moi l'ancêtre commun le plus fiable à l'ensemble du truc. Et tu auras ton point de départ, et puis après, tu as juste à déployer un gros merge. À la limite, c'est juste une étape de plus dans ton déploiement, à dire tu fais d'abord un git merge. Si ça plante, tu renvoies que ça a planté, et si ça plante pas, tu continues sur le déploiement qui découle de ça. Ok. C'est pas loin, c'est juste là. Super talk, bravo. Merci. Est-ce que ce serait du coup possible de pousser le vis et de du coup aussi versionner tes scripts de déploiement et de les déployer automatiquement eux-mêmes J'aime bien ça. Ouais. Inception. Alors du coup, les scripts, en tout cas ce bout de script-là, lui, est déjà versionné, donc c'est hyper simple à redéployer, il suffit de pousser ça dans un coin. C'est un peu l'avantage d'avoir des dépôts guides dans des dépôts guides, c'est un peu magique. Est-ce qu'il y aurait moyen d'automatiser le déploiement? Ouais, en vrai, alors,
À dire vrai, c'est un peu ce que j'ai en tête sur les outils de l'OS Data là, c'est de se dire, bah tiens, je vais avoir une étape d'init dans ma CLI qui me dit, bah tiens, initialise-moi un dépôt de déploiement en face. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va, dans ton compte sur le serveur web, il va te créer un nouveau bare repository qui correspond à ce que tu veux faire. Il va déployer dedans les scripts de déploiement qui vont être stockés en template quelque part et tout logé dedans. Peut-être il y aura un peu de templating à la mustache pour aller bouger 2-3 variables qui seront liées spécifiquement au compte ou quoi. Et il va te renvoyer l'URL qui correspondra au git remote. Et limite, il va te faire le git remote add tout seul. Et comme ça, voilà, c'est une commande en ligne de commande et ton dépôt initialisé avec une nouvelle git remote. Et bah, roule, il n'y a plus qu'à pusher, quoi. Donc ouais, c'est largement faisable. Ça demande un peu d'infra côté serveur, mais bon, c'est pas la mort, quoi. Il y a encore une question Une main au fond. Il y a une question au fond. Attention au micro. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus pour savoir les ressources sur tout ce que tu as utilisé. Enfin, j'ai trouvé le talk super intéressant, mais j'ai eu beaucoup d'infos. Ah, Et du coup, moi, j'aimerais bien un peu revoir ça par la suite. Je sais pas, une liste de ressources un peu sympa ou le code Alors, il y a les codes sources déjà. Je vais coller la presse en ligne et puis le dépôt de code avec le script qui va bien, histoire que vous puissiez avoir une vision aussi générale de l'ensemble du truc. Il y a plusieurs versions. Il y a la version Bash et il y a la version JS, donc vous pouvez comparer les deux et lire les deux. Sans mentir, la Bash est plus lisible. Et après, il faut fouiller un peu du côté de tout ce qui est ressources de déploiement atomique. Il y a quelques articles sur le blog de Netlify qui sont pas mal. J'en ai écrit 2-3 pour le blog de l'OS Data aussi sur de l'automatisation de déploiement, un peu dans cette dynamique-là, qui en fait me servent à publier le fruit de mes réflexions au fur et à mesure que j'avance sur les outils et de dire bah tiens là j'en suis là, si vous voulez le faire, regardez, c'est pas très compliqué à mettre en place et boum boum boum. Et j'espère de façon un peu didactique. Donc ouais, faut pas hésiter à fouiller. Les ressources sont dans les slides de toute façon, donc ça sera récupérable par là. Merci. Avec plaisir. Moi, je vous propose qu'on s'arrête peut-être là pour les questions et qu'on descende pour pouvoir aller profiter du pot et ensemble. Je et peux puis, rester vous parler. n'hésitez pas à aller voir les 2 speakers de la soirée pour poser vos questions. Et si vous voulez nous donner un coup de main pour ranger les chaises, plier les chaises qui sont pliantes, ne pas plier les chaises qui ne sont pas pliantes, ce serait parfait. Merci beaucoup.